Donc je laisse la parole à Monsieur Bespatin qui va utiliser une diapositive. Après je bascule sur les dessins et on va clôturer ensemble. Merci. Merci beaucoup pour cette journée. C'est riche aussi pour moi qui a pu découvrir aussi un monde que je connais moins et notamment dans le secondaire. Donc, c'est très appréciable aussi de sortir de mes routines quotidiennes pour diverses raisons. Mais je vais essayer de revenir et de clôturer un peu avec quelques points qui me paraissent importants et qui permettent à la fois de prolonger ce que j'ai dit ce matin, mais aussi de faire écho à ce qu'a présenté Grégoire Horst, en revenant sur une enquête et une méta-analyse. Alors, je ne vais pas faire les détails sur la méta-analyse en question, mais André Millard et son équipe, en 2013, ont publié une étude assez conséquente. Donc, ils ont réalisé des dizaines et des dizaines et des dizaines de travaux sur le jeu de faire semblant, le jeu symbolique, le jeu de l'imitation, et ont testé plusieurs hypothèses pour savoir si finalement, comme était annoncé, comme il était cru, comme il était souvent affirmé, que le jeu de faire semblant était crucial pour le développement des enfants et des jeunes enfants en particulier, eh bien, ils n'ont trouvé aucune preuve tangible de cette contribution du jeu de faire semblant au développement des enfants. C'était là où finalement on avait un problème, ou du moins un questionnement important sur à quoi peut bien servir le jeu de faire semblant, alors que depuis des années on dit qu'il est fondamental. Pour autant, elles ont testé d'autres hypothèses de cette contribution au développement des enfants du jeu de faire semblant. Et s'il n'est pas crucial, c'est-à-dire qu'il n'a pas une relation de cause à effet, les enfants jouent à telle pratique symbolique imitative de telle ou telle pratique, et donc ils apprennent telle ou telle chose. Quels sont les effets qu'on pourrait, quelle relation il pourrait y avoir entre les jeux d'apprentissage, le jeu de faire semblant et l'apprentissage. Évidemment, si ça ne marche pas pour le jeu de faire semblant, est-ce que les autres pratiques de jeu auraient des incidences en termes d'apprentissage? C'est une question assez conséquente pour la psychologie, évidemment. Et il y a deux autres hypothèses qui me paraissent intéressantes, c'est notamment l'équifinalité et l'épiphénomène. Et donc je m'explique, l'équifinalité, ça veut dire que peut-être que le jeu de faire semblant est un moyen parmi d'autres d'arriver au même résultat. Il y a plusieurs moyens, plusieurs pratiques qui permettent d'apprendre, et parmi toutes ces pratiques qui permettent d'apprendre, il y a le jeu de faire semblant. Ce n'est pas la seule, et finalement, sa contribution n'est pas si phénoménale ou si nécessaire que ça, ni cruciale que ça, mais c'en est une parmi d'autres. Une deuxième hypothèse qui est importante à avoir en tête, parce qu'elle me semble qu'elle est importante aussi pour l'enseignement et pour les enseignantes et les enseignants, c'est que le jeu peut être aussi un épiphénomène. Finalement, on voit le jeu, mais on ne voit pas forcément tout ce qui se passe autour du jeu. Et il me semble que les ateliers cet après-midi ont été assez significatifs par rapport à ça, et ce qu'a présenté M. Horst ce matin aussi. Parce que finalement, quand on mobilise, quand on essaie de faire jouer des personnes, que ce soit des enfants, des jeunes, des adultes, il y a une personne, alors il peut être enseignant, il peut être animateur, animatrice, qui a des intentions, mais qui vient étayer, qui vient guider, qui vient assurer un tutorat d'une manière ou d'une autre. Et quelque part, on a toujours vu, notamment cet après-midi, un temps de débriefing plus ou moins important, conséquent, qui vient permettre d'expliciter finalement, de travailler une forme de réflexivité sur ce qu'on vient de vivre, sur l'expérience qu'on a vécue, pour dire finalement, qu'est-ce que vous avez ressenti, mais aussi, qu'est-ce que vous en retenez quelque part. Et c'est là peut-être que finalement, on voit le jeu, mais on en oublie, ou il occulte finalement tout ce qui peut se passer avant et après, et qui va faire en sorte que, cet avant et cet après va faire l'apprentissage. Et il me semble que c'est assez significatif d'avoir ça en tête. Et c'est une des hypothèses que je suppose et qui intéresse Lillard et son équipe, c'est que finalement, le jeu peut être un épiphénomène, mais l'apprentissage va être lié à tout l'accompagnement, le tutorat, l'étayage, que vont réaliser soit les parents, soit les éducateurs et éducatrices, soit les enseignants, les enseignantes, etc. Donc on voit le jeu, on oublie le reste, et le contexte social dans lequel il insère, ce qui paraît un peu rapide finalement, et parfois un raccourci un peu créateur de confusion. Deuxième point qui me paraît intéressant, et je vais essayer de finir sur celui-là, il me semble qu'il y a toujours difficulté à savoir si on parle de jeu et si on ne parle pas de jeu, et vous allez voir qu'il me semble que ce n'est pas si important que ça. En formation d'adultes, on utilise aussi beaucoup ce qu'on peut avec des jeux, mais on parle aussi de simulation, de situations problèmes, d'ateliers, de jeux de rôle, de mise en situation. Et il me semble que, à bien des égards, ça peut ressembler à des jeux,
ça mobilise les mêmes mécaniques. On peut retrouver aussi cette espèce de second degré, parce que finalement, on n'est pas dans une pratique réelle, on est dans une pratique simulée, un peu fictive. On retrouve une grande place de décision, parce que les personnes qui sont engagées dans la situation ont une maîtrise dans la situation, peuvent agir dans la situation, et peuvent finalement affecter le déroulement de la situation. Ce qu'on peut aussi retrouver dans les pédagogies plus actives, chez Freinet entre autres, et bien d'autres, enfin, Cuvinet en particulier, mais aussi Montessori et d'autres. Donc c'est là où on retrouve une place importante d'essai à la décision. On retrouve aussi une part d'incertitude parce que le cours et le déroulement, alors soit la question de la métropole, mais ça peut être aussi d'autres situations, ce qui va se passer dans bouger avec son corps ou dans les représentations de la danse, sont très liés aux participants et comment elles vont s'investir dans l'activité en elle-même. Et donc à bien des égards, en fait, on a une similarité, on a une forme ça peut ressembler à du jeu. Si les personnes y jouent, tant mieux pour elles, quelque part, mais il n'empêche qu'elles participent et qu'elles vivent une situation plus ou moins un problème qu'on leur a proposé et dans lequel nous, en tant qu'enseignants-enseignantes, on a aussi investi des intentions et des objectifs éducatifs. Et le travail de débriefing, quelque part, va venir chercher à formaliser et établir des apprentissages ou du moins les conscientiser parce qu'ils pourraient être simplement implicites s'ils n'étaient pas explicités au fur et à mesure, comme nous y a invité M. Horst. Donc, quelque part, je me dis, et c'est une réflexion que je me fais, que je partage, que les personnes jouent ou pas, peut-être que ça ne nous intéresse pas tant que ça, finalement. Si elles jouent, tant mieux. Si elles peuvent aussi en profiter et bien vivre la situation, tant mieux pour elles. Mais il n'empêche que notre but premier, c'est qu'avant tout, elles en retirent une conscience d'avoir appris un certain nombre de points qui me semblent importants grâce à la situation que nous avons construite et que nous avons proposée et dans laquelle elles ont participé pendant un certain temps ou tout au long de l'année de plusieurs séances. Il n'empêche, c'est là aussi où c'est un attrait et c'est comment le ludique ou le jeu a toujours cette aura tout à fait mythique ou intéressante. Dès qu'on parle d'éducation et d'enfants, est-ce que c'est nécessaire ou pas d'appeler ça des jeux? Il me semble que ça peut créer et porter à confusion, mais il me semble aussi que ça permettrait, enfin, du moins ça permet des fois à un certain nombre d'éditeurs et d'industries de proposer de nouveaux outils, de nouveaux manuels, de nouveaux dispositifs. Ça, c'est encore une autre question. Mais c'est aussi à avoir en tête, il n'empêche, en tant que parfois prescripteur d'outils pédagogiques. Dans tous les cas, apprendre est moins lié au jeu en tant que tel, et je vous renvoie ça à Lillard, qu'à tout ce qui peut entourer la pratique du jeu et comment, en tant qu'éducateur ou éducatrice au sens très large, nous allons permettre d'étayer l'expérience qu'ont vécu les personnes qui ont participé aux ateliers qu'on a mis en place. Qu'elles aient joué ou non. Et je peux m'arrêter. Merci beaucoup. D'avoir pris le temps de regarder tout ce qui s'est passé dans la journée pour nous apporter ce regard global. Alors avant de montrer les dessins de Pauline, je vais en profiter pour vous remercier. Monsieur Bespatin, remercier Grégoire Dors, je lui ai envoyé un petit message. Il était retenu à la Sorbonne juste après, donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu rester. Le campus Condorcet qui nous accueille, un beau lieu de l'Académie de Créteil quand même, il faut le souligner. L'école académique de la formation qui nous a soutenus, l'équipe de la Cardi qui a été avec vous toute la journée, les cahiers pédagogiques, cas d'école, avec nous qui est juste devant, tous nos intervenants qui sont venus aujourd'hui, tous nos participants, j'ai marqué d'ici d'ailleurs, puisqu'on est à Créteil sur un horizon très très large, donc merci beaucoup à vous tous. On va faire tourner quelques dessins qui ont été croqués par Pauline Lepointe, qui peut se lever, voilà, et qui a dessiné son regard sur la journée. Donc on a fait une petite sélection de dessins. On mettra tout sur le site, diaporama, synthèse de la journée, vos réactions, le livre d'or, etc. On publiera tout. Et donc j'essaie de lancer les dessins de Pauline, et ça fonctionne. Et il défile tout seul, je crois, le monde. Non, ok. Tout sera sur le site. En couleur. Super.
vous les envoyer, monsieur Bespatin. Vous me dites quand je peux changer. C'est chouette ça. Alors elle est partie, elle était fiévreuse depuis hier soir et moi, elle ne pouvait plus, donc elle est rentrée pour se reposer. Ben, c'est bien. On lui enverra la soirée. Ouais, c'était le dernier. Voilà. Bravo Pauline. Merci pour ce regard innovant sur une journée académique très institutionnelle et très encadrée en termes d'enseignement et de formation. Voilà, c'est notre petit côté décalé, néanmoins très sérieux. Encore un immense merci à vous. N'hésitez pas à nous laisser un petit mot si vous le souhaitez. Rentrez bien, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec la Cardi. Merci.